Et sucre égale prise de poids, sucre égale dérégulation de la glycémie, sucre égale inflammation. J'avoue ne même pas comprendre comment on peut arriver à cette conclusion actuellement. C'est souvent un petit peu utilisé des fois pour faire passer des idées de manière un peu malhonnête. Moi j'ai une vision de l'OMS qui est quand même vachement différente de la plupart des gens. Ils sont prêts à donner une information qui sera 20% fausse pour qu'elle bénéficie à 80% des personnes. On est manipulés tous par notre environnement alimentaire. La diète cétogène terminée, la diète carnivore terminée, tous ces diètes-là, on sait déjà que d'emblée, ça sera pas une bonne idée. Toi, tu me disais même que ça serait potentiellement anti-inflammatoire, le fait de consommer du lait. Le marché du sans lactose avait bondi en France. Si vous avez une intolérance au lactose, oui, mais par contre, si vous en avez pas, juste vous dépensez 1 euro plus cher votre brique. C'est une diète en dents de scie. Et en fait, ce cercle vicieux, plus on est débutant, plus on tombe dedans. C'est pas une confrontation incessante avec sa psychologie. Je pense qu'ils perdent tout le temps. C'est-à-dire qu'il y en a qui tiennent 1 mois, il y en a qui tiennent 6 mois, il y en a qui tiennent 1 an, 5 ans, mais je pense qu'on perd toujours. C'est ça ce qu'on cherche lorsqu'on cherche à perdre du poids finalement. Diminuer la masse grasse, augmenter la masse musculaire. Enfin, moi j'ai pris 10 kilos quand même. Il y a peu de gens qui ont cette notion et je pense que c'est hyper important pour pas se faire manipuler. Le télétravail va augmenter l'obésité. On se donne rendez-vous dans 20 ans. On verra bien. Est-ce que les édulcorants sont des alliés que tu recommanderais à tous ceux qui veulent perdre du poids d'utiliser ? Alors non. En gros, les édulcorants, c'est pas mal. Il y a beaucoup de mythes sur les édulcorants, mais pas à tout le monde. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut croire que c'est des ennemis ou que c'est problématique. Les édulcorants, en fait, sont utiles pour perdre du poids. Mais le problème, c'est que si on le recommande à n'importe qui, n'importe comment, du coup, on va avoir des personnes qui, à la base, n'ont aucune consommation, par exemple, de soda, de sucre, etc., qui vont commencer à en consommer. Et là, pour le coup, c'est pas forcément super intelligent, enfin, selon moi, en tout cas. Je pense que c'est surtout pour des personnes qui vont avoir des problèmes de consommation au niveau des sodas, au niveau des jus de fruits aussi, notamment, qui vont avoir une très grosse consommation. Qui boivent des litres par semaine, des choses comme ça. Des gens qui ont une appétence pour le goût sucré, qui recherchent Exactement. ça. Donc ouais, les édulcorants, en fait, c'est des substances, les édulcorants sucrés, c'est des substances qui reproduisent le goût du sucre, mais sans associer les calories liées au sucre, sans contenir les calories liées au sucre. Exactement. Voilà, pour et expliquer un petit peu. D'ailleurs, un truc assez intéressant, c'est que les études, et justement au niveau des chercheurs, ils disent que justement, c'est cette séparation entre les calories et le goût qui fait qu'en fait, il n'y a pas les aspects négatifs des édulcorants. Alors ça ne s'absorbe pas de la même manière, mais ça s'absorbe quand même. Et puis après, pour des effets vraiment négatifs, il faudra aller sur des consommations qui soient strictement faramineuses, quoi. Irraisonnables. Voilà. À titre d'exemple, il faudrait peut-être, 35-40 canettes pour avoir un effet réellement problématique des édulcorants comme l'aspartame, par exemple. On va en parler un peu, parce que il y a une étude qui a été publiée, là, je ne sais pas si tu as vu très très récemment, en 2023, qui a regardé l'efficacité des boissons édulcorées pour perdre du poids. Okay. C'est ce qu'ont regardé les chercheurs. Il y avait 500 personnes quand même dans l'étude, ce qui est beaucoup, avec un suivi sur 52 semaines, ce qui est également beaucoup. Les gens étaient divisés en 2 groupes, mais je vais t'expliquer un peu plus tard ce que faisaient les 2 groupes. Okay. Pendant les 12 premières semaines, on demandait aux personnes de perdre du poids. Donc on leur avait donné une éducation, on leur avait donné des informations pour qu'elles perdent du poids. Et ensuite, on leur demandait pendant les 40 autres semaines de l'étude de maintenir le poids qu'elles avaient perdu. Je t'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient divisées en 2 groupes. Il y avait un groupe qui devait boire 2 fois 330 ml d'eau dans la journée, et l'autre groupe devait boire 2 fois 330 ml d'eau avec des édulcorants, de boissons édulcorées. Et donc, à la fin, qui c'est qui avait perdu le plus de poids au bout des 52 semaines ? C'est les gens qui avaient consommé la boisson édulcorée. Ils avaient perdu 7,6 kg et le groupe qui avait consommé de l'eau avait perdu que 6,1 kg. Donc on avait une différence de 1,5 kg. Okay. Et pour le coup, c'était une différence significative. Donc une différence significative, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire que la différence est telle que statistiquement, ça ne peut pas être lié au hasard, normalement. Okay. Et donc on avait cette différence, et on retrouvait également une différence aussi au niveau du tour de taille. Ceux qui avaient bu des boissons édulcorées avaient un tour de taille qui avait plus diminué. Donc moi, je trouve ça assez intéressant et même assez interpellant parce qu'on se demande un peu pourquoi. Le but, je pense que c'est absolument pas dans ce genre d'études de dire d'arrêter de boire de l'eau pour boire des boissons édulcorées, je pense pas du tout. Mais l'une des hypothèses qui est avancée par les chercheurs, c'est qu'en fait, c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est que pour certaines personnes qui ont besoin du goût du sucre, en fait, ça satisfaisait ce besoin de sucre.
même s'il n'y avait pas les calories associées. Et donc derrière, il y avait peut-être une plus grande facilité à respecter leur diète alimentaire et un peu moins de craquage sur des goûts sucrés. Ouais, bah, c'est totalement ça. Et puis, d'un autre côté, je pense aussi que pour l'étude en question, ils n'ont pas spécifiquement pris des personnes qui ont une appétence pour le goût sucré sur tous les participants. Donc, on pourrait se poser la question, mais finalement, est-ce que c'est pas bon pour tout le monde sans distinction? Mais en réalité, par les systèmes de récompense, on fonctionne en tant qu'humain un peu tous de la même manière, même si on va avoir différentes sensibilités. C'est-à-dire que le goût du sucre, de toute façon, ça va générer une partie du système de récompense avec la dopamine. Pour ceux qui nous écoutent, en gros, c'est une hormone qui est au niveau du système de récompense. Et en gros, ça, c'est un peu chez tout le monde finalement. Donc même les personnes qui ont jamais, je pense, testé ou été habituées à boire des sodas ou à avoir le goût du sucre, je pense que si on les met dans une situation où ils peuvent consommer et avoir ce goût-là quotidiennement sans prendre de calories, je pense qu'ils vont pas s'en plaindre non plus. Même si, bon, ça n'a pas été une habitude quotidienne, quoi. Tout à fait. Toi, tu as beaucoup de personnes que tu accompagnes qui consomment par exemple des sodas et qui ont du mal qui veulent perdre du poids, qui ont du mal à arrêter, à sevrer et pour qui tu proposes justement ces boissons zéro ou ces iced tea zéro, etc. Alors c'est hyper drôle justement ce que tu me dis parce que au contraire, sur les personnes que j'accompagne, c'est un problème que je vois très peu. C'est-à-dire comme il y a beaucoup d'idées reçues et comme c'est pas une obligation, moi ce que je dis avec les personnes que j'accompagne, c'est si vous voulez et si vous ressentez le besoin d'en consommer, faites-le. Mais si vous ne ressentez pas le besoin d'en consommer, bah le faites pas en fait. Faites comme vous le sentez, buvez ce que vous voulez à partir du moment où évidemment bah il y a pas une surconsommation calorique ou un excès dans la consommation. Mais très très peu, très très peu. Je suis plus confronté à des personnes qui justement vont se dire les édulcorants c'est pas forcément top, je vais pas en consommer. Et les sodas, bon bah évidemment la réputation qu'ils ont, Hmm. j'en consomme pas non plus. Donc voilà, c'est un petit peu plus ce genre de choses. Et tu as beaucoup de gens qui consomment des sodas et... Non, très peu aussi. Ouais, très Très peu. peu. J'ai l'impression que les personnes qui viennent vers moi sont déjà quand même plus ou moins averties par rapport à ce genre de choses, notamment aux consommations de boissons sucrées, ce qui est très positif en soi. Mais ouais, j'en ai pas tellement. Ok. Et donc tu l'as dit, on en a parlé, ça peut avoir un intérêt positif. Justement, ces gens qui aiment le sucre, d'utiliser des édulcorants pour satisfaire ce goût sucré sans qu'il y ait des calories, mais pourtant ça a assez mauvaise presse, et ça a notamment de mauvaise presse parce que il n'y a pas longtemps, l'aspartame, qui est un des édulcorants, a été mis sur la liste des substances cancérigènes par l'OMS. Ouais. C'est intéressant parce qu'en gros, moi j'ai une vision de l'OMS qui est quand même vachement différente de la plupart des gens, je pense, et même de certains praticiens, je dirais. Pour moi, l'OMS, elle est là pour faire de la prévention à l'échelle mondiale. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas les mêmes prétentions en termes de recommandations diététiques que des agences nationales, par exemple, ou que des études sur une population précise afin de donner un résultat ou un facteur de causalité. C'est-à-dire, en gros, on sait que cette substance, c'est la problématique, c'est le problème de tel aspect ou de tel symptôme. L'OMS, en gros, se base essentiellement sur, quand ils le peuvent, hein, sur des données humaines, mais aussi sur sur des données animales. Donc du coup, notamment pour l'aspartame, ce qu'ils ont fait, c'est que c'était sur des rats. Ils ont pris des doses qui sont supraphysiologiques. Pour ceux qui nous écoutent, supraphysiologiques, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des doses où c'est des 5, 10, 15, 20 fois plus élevées que la norme, ou ce qu'on devrait consommer ou ce qu'on a dans notre organisme. Et en fait, ils ont vu effectivement que ça pouvait avoir un aspect, entre guillemets, cancérigène. Sauf que en recommandation diététique, on ne doit pas utiliser les données de cette manière-là. On doit voir est-ce que c'est chez l'humain déjà, pour commencer. Ensuite, on doit voir les seuils, donc là, ce qu'on appelle pour les médicaments la posologie, même si normalement en diététique on n'utilise pas ce mot-là, mais on va dire que voilà, je l'utilise. Et ensuite, on doit savoir si c'est pertinent ou c'est pas pertinent. Le coût de l'aspartame, comme je le disais tout à l'heure, c'est les doses qu'ils utilisent pour un humain aujourd'hui. Il faudrait une consommation entre 30, allez, pour être vraiment large, pour être sympa aussi, entre 30 et 40 canettes, que ça soit du zéro ou quoi que ce soit. Donc du Coca zéro ou d'autres. D'autres C'est ça. boissons, ouais, tout à fait. Exactement. C'est ça en fait, c'est intéressant, c'est-à-dire que
Moi, je suis allé creuser un petit peu parce que ça m'interpellait. On entendait beaucoup de choses, des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Alors, je sais pas si tu sais, c'est l'Agence internationale de lutte contre le cancer qui a fait ce classement et qui est en fait une branche de l'OMS. Et donc, tu as tous les pays du monde, notamment enfin, tu n'as pas tous les pays, tu as 27 pays dans le monde, notamment la France qui adhère à cette organisation. Et donc, en fait, ils ont une classification où en 1, ils classent les substances cancérigènes. En 2A, ils classent les substances probablement cancérigènes. En 2B, ils classent les substances possiblement cancérigènes. Et en 3, ils classent les substances qui sont non cancérigènes. Donc entre probablement et possiblement, déjà, je ne sais pas toi, mais moi j'ai un peu du mal à comprendre ce que ça veut dire. C'est assez compliqué. Ça veut dire que ce n'est pas avéré pleinement, mais que sur certaines études, il y a une présomption, mais qui n'est pas claire à 100%. Je pense que c'est au niveau des mécanismes sous-jacents, je pense. À mon avis. Et des fois, c'est parce qu'il y a des relations mécanistiques ou des choses comme ça, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les autres choses qu'il y a dans ces classes. Si tu regardes dans la classe 1, donc ce qui est véritablement avéré comme cancérigène, tu as le rayonnement solaire, la viande rouge transformée et la pollution ambiante. Ok ? En classe 2A, donc en probablement cancérigène, tu as le fait de travailler de nuit, tu as le métier de coiffeur, tu as le fait de boire des boissons à plus de 65 degrés, donc une tisane, du thé, du café. Et en 2B, donc avec l'aspartame, tu as l'acide caféique. L'acide caféique, tu l'as dans le café, dans le thé, dans le vin. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que tous ces gens qui veulent absolument éviter l'aspartame le plus possible, est-ce qu'ils évitent également les autres situations qu'on vient d'énoncer qui sont soit dans la même catégorie, donc est-ce que moi j'ai jamais entendu quelqu'un dire non je vais pas boire de thé parce que c'est cancérigène, ou je vais pas boire d'eau à plus de 65 degrés ma tisane parce que c'est cancérigène, ou je vais pas m'exposer au soleil dans la rue parce que c'est directement cancérigène. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a un peu cette dissonance où l'aspartame, on a focalisé dessus. Peut-être qu'on a focalisé dessus parce que c'est artificiel et qu'il y a cet appel à la nature où tout ce qui est naturel est bien et tout ce qui est artificiel est mauvais. Mais voilà, je trouve que quand on met en relation, en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi on a autant tapé dessus sur l'aspartame, alors qu'on fait tous les jours et on consomme pour la plupart au moins une fois dans le mois de la viande rouge, et ça, tout le monde le tolère. Ouais, c'est parce qu'en fait, ça a été médiatisé. C'est que le sucre aujourd'hui, mais pas forcément les édulcorants. Les édulcorants, c'est juste une, si on peut dire ça, une branche du sucre. C'est-à-dire, en gros, il y a le thème sucre dans l'alimentation. Déjà, petite parenthèse, la plupart des gens, par exemple, dissocient sucre et glucides, alors qu'en réalité, c'est la même chose. C'est comme dissocier lipides et graisses, c'est pas possible. C'est juste la même chose. Donc, en gros, le thème du sucre, il a été beaucoup pris à partie, notamment par les médias, notamment pour diverses maladies, notamment pour la glycémie, plein de choses comme ça, l'inflammation également, etc. Et en gros, comme on a essayé un peu de le mettre de côté dans notre alimentation, du coup, les édulcorants sont venus, et comme on a le goût, l'humain il fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire avec quelques biais cognitifs, c'est-à-dire qu'en gros, il se dit comme je goûte la même chose, je ressens la même chose lorsque je le consomme, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à faire comprendre à mon cerveau pourquoi ça n'aura pas les mêmes impacts en fait. Et ça c'est très, tout ce qui est typiquement dissonance cognitive, biais cognitif, mais c'est aussi l'apprentissage par l'expérience. Donc moi ce que je dis en général pour les personnes qui ont cette croyance, c'est faites le test, évidemment dans des proportions convenables, mais faites le test, consommez un petit peu d'édulcorants et de goût sucré si vous avez l'habitude de consommer des sodas, et vous verrez. Et comme ça, vous pourrez croire, entre guillemets, au fait que justement, c'est pas problématique. Et autre chose aussi, c'est que les autres choses sont beaucoup moins connues. Par exemple, le travail de nuit, c'est super intéressant parce que justement, quasi personne ne le prend en compte, quoi. C'est quand on dit, tu fais quoi dans la vie? Et voilà, moi je travaille comme ça. Je suis infirmier, je travaille de nuit. Exactement, je travaille de nuit. On se dit pas, tiens, la personne arrête tout de suite, c'est problématique, on devrait pas, etc. Pourtant, il en faut bien des gens qui travaillent de nuit pour faire tourner certaines infrastructures, et puis même au-delà de ça, c'est tellement méconnu qu'en fait, il n'y a pas de tapage médiatique là-dessus. Ouais, donc c'est vraiment à ce niveau-là, je pense que le sucre il a été mis en avant
c'est parce qu'il y a eu, il y a quelques années, sucre égale prise de poids, même encore aujourd'hui. Il y a eu sucre égale dérégulation de la glycémie, il y a eu sucre égale inflammation, il y a eu sucre égale ceci, enfin, sucre égale tout. Bon, ouais, t'es parti sur le sucre, donc on va enchaîner là-dessus. Juste Ouais. avant, je te propose de te présenter, Maxime. Ok, super. Bah, du coup, moi, c'est Maxime, j'ai 26 ans. Et du coup, je suis dans le domaine de la nutrition depuis quelques années. J'ai fait une certification de physiologie. Actuellement, je suis en BTS diète. Et du coup, bah, j'accompagne les personnes au quotidien sur la perte de poids, sur le SOPK notamment, syndrome des ovaires polykystiques, et sur les pathologies thyroïdiennes, mais je fais que lié à la diététique, bien entendu. C'est-à-dire que le côté médical, bah, c'est pas mon domaine. Donc, je laisse ça aux médecins et aux endocrinologues. Ok, ça marche. Donc, t'es parti sur le sucre, et effectivement, le sucre, on a l'impression quand on se balade sur les réseaux sociaux que c'est le mal incarné. T'as le même sentiment, toi, sur ton compte? Ouais, ah ouais. Un peu moins. Mais ouais. Surtout, moi, le sentiment que j'ai énormément, c'est au niveau de la dissonance entre les glucides et le sucre. C'est-à-dire que les glucides, il faut absolument pas les supprimer. On voit beaucoup de posts aujourd'hui, c'était pas le cas il y a 10 ans, sur ne supprimez absolument pas les glucides le soir, c'est très important, etc. etc. Et finalement, on va dire aux gens bah, de limiter grandement l'apport en sucre de l'alimentation. Et en fait, cette dissonance-là, c'est juste que pour eux, le sucre, c'est le sucre blanc de table, alors que les glucides, ça regroupe un peu tous les sucres finalement de l'alimentation. Donc c'est encore présent, mais que pour une partie des sucres. C'est-à-dire que quand on va parler des pâtes, du riz, aujourd'hui, ils vont beaucoup être innocentés. On va avoir beaucoup de diététiciennes, beaucoup de coachs qui vont dire non, c'est super important de les garder. Et puis quand on va parler bah, d'édulcorants non artificiels, type bah, le miel ou le sucre blanc, enfin voilà, il y a des mécaniques qui sont faites par l'humain, mais en tout cas c'est naturel de base. Et bah du coup justement là on va avoir plus de problèmes où les gens vont dire bah là c'est pas bon. Et ce qui est dingue, tu vois, nous on a publié une vidéo sur la chaîne, c'est que le sucre blanc, le sucre, Mmh. d'après les gens, faudrait pas simplement le réduire, faudrait l'éradiquer. Et tu as des vidéos sur YouTube, etc., où c'est ma désintoxication du sucre, et c'est des choses qui sont hyper fortes, tu vois, alors que il n'y a pas de raison de... Enfin, contrairement à ce que plein de gens avancent, on n'a pas de parallèle avec une drogue, il n'y a pas besoin de se désintoxiquer, il n'y a pas besoin de réduire au maximum. Et on voit voilà, des gens qui chassent vraiment le moindre gramme de sucre, et du coup, bah, ça leur permettrait de perdre du poids, ça leur permettrait de réduire leur douleur articulaire, enfin, voilà, plein de choses un petit peu hallucinantes qui fleurissent un peu partout. En fait c'est l'appétence au sucre, ça fait beaucoup consommer en termes de volume alimentaire et de calories, ce qui fait prendre du poids. Donc forcément, dans les études, notamment observationnelles, c'est beaucoup ce qu'utilise bah, type l'OMS, mais aussi d'autres choses comme ça. Bah, effectivement, c'est vrai de dire que si on regarde les études d'observation et l'épidémiologie sur le long terme, c'est-à-dire en gros bah, l'observation d'une population sur X années, par exemple, bah, effectivement, on va avoir une relation et une association positive entre la consommation de sucre et le poids corporel, l'augmentation de l'IMC. On a une corrélation. Oui, une association, une Ouais. corrélation, c'est ça. Corrélation. Et c'est ce que je voulais dire, exactement. Et donc, du coup, le truc, c'est que c'est pas une causalité, comme tu viens de le faire remarquer, c'est juste une corrélation. Et ce qui est intéressant, notamment, j'ai vu une étude passer il y a pas si longtemps que ça, c'était peut-être il y a 2 semaines, grand maximum. Alors, je vais me glisser juste avant toi, je vais expliquer la différence entre corrélation et Ouais, causalité. C'est hyper compliqué, enfin c'est quand même assez compliqué, il y a peu de gens Mm. qui ont cette notion, et je pense que c'est hyper important pour pas se faire manipuler quand on lit des choses et quand on consomme un peu de contenu, et c'est souvent un petit peu utilisé des fois pour faire passer des idées de manière un peu malhonnête, je trouve. Donc cette différence entre causalité et corrélation. Je sais pas si toi tu es un peu jeune, il y a quelques temps on a vu dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc., que manger du chocolat rendait intelligent. Oui. Donc en fait, ce qui J'ai vu s'est ça. passé, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont mesuré la consommation de chocolat dans des pays, et ils ont regardé le nombre de prix Nobel qui étaient attribués dans ce pays. Et ils ont vu qu'il y avait une corrélation, donc une association entre les pays où on mangeait le plus de chocolat, et c'était également les pays où il y avait le plus de prix Nobel. Et ils sont arrêtés là, les scientifiques. Et dessus, il y a des journalistes qui sont tombés sur cette étude et qui se sont dit, fantastique, manger du chocolat rend intelligent, parce qu'on a plus de prix Nobel quand on mange du chocolat, donc ça rend intelligent. Et ça, c'est absolument pas ce que l'étude disait. L'étude, elle disait juste, donc on a un facteur A, on mange du chocolat,
il y a plus de prix Nobel, on a un facteur B. Mais déjà, le premier biais, c'est qu'on peut avoir une causalité de B vers A. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que quand il y a un prix Nobel dans le pays, il y a une distribution de chocolat pour tout le monde, et du coup, on pourrait avoir cette causalité. Bon, là. Mais en fait, le plus gros biais, c'est d'avoir un troisième facteur qui aurait une relation de causalité avec le facteur A et le facteur B. Et là, en l'occurrence, c'est le niveau de richesse du pays, dans l'exemple que j'ai pris. Plus un pays est riche, plus il va investir de l'énergie dans son système éducatif, dans ses écoles, dans ses lycées, dans ses universités. Donc plus il a de chances à terme d'avoir un prix Nobel. Et c'est également dans les pays les plus riches qu'on mange du chocolat. Exactement. Et donc voilà, on a cette différence entre corrélation et causalité qui est importante. Voilà, je te relaisse pour parler de ton étude sur le sucre. Ouais, pas de souci. Mais justement, c'est hyper important ce que tu as expliqué, donc ça, je pense que c'est hyper utile. Mais il y a plein d'exemples, et les réseaux sociaux, juste avant de reprendre sur ça, c'est rempli de causalité inversée. Donc du coup, du fait d'imputer une causalité qui n'existe pas, ou sinon d'imputer même l'inverse. Ce que tu disais justement, la relation de B vers A plutôt que de A vers B. En fait, les deux, ça se retrouve beaucoup sur les réseaux. Et pour reprendre sur l'étude que j'ai vue, il se posait la question justement sur l'OMS, c'est finalement, est-ce que alors pour ceux qui ne savent pas, la recommandation de l'OMS, c'est en dessous des 10% de l'apport calorique en sucre simple. Donc en sucre simple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout ce qui va être glucose, fructose, maltose, galactose, donc tout ce qu'il y a dans les fruits, tout ce qui est dans le sucre blanc, le miel, tout ça, voilà. Mais le riz, les pâtes, etc., c'est des sucres complexes, donc ça ne rentre pas dans cette catégorie. Et en fait, il disait moins de 10% de l'apport calorique en sucre simple. Et les chercheurs se posaient la question, mais est-ce que ça repose, ça se fonde sur des preuves ou pas? Et en fait, l'étude est super intéressante parce qu'ils arrivent à la conclusion que la recommandation, elle est valable que pour un certain type d'aliments et que si on prend en compte l'intégralité des aliments qui contiennent des sucres et des glucides, en réalité, cette recommandation ne tient plus. Ça veut dire que typiquement, si on prend en compte les fruits et les jus de fruits 100% jus par exemple, typiquement la relation ne tient plus. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient testé, alors je crois que c'est de mémoire, donc je ne suis plus très précis dessus, mais ils avaient testé qu'on pouvait aller jusque 20-25% de l'apport calorique en sucre simple à partir du moment où en fait, c'est des aliments qui sont pas potentiellement problématiques, pas hyper méga transformés, etc., etc. Donc en fait, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que encore une fois, ça démontre que ce que je disais un petit peu avant, c'est que l'OMS se base notamment sur des actions préventives. Et ils ont raison de le faire. Je ne suis pas en train de dire que l'OMS ne fait un mauvais travail, pas du tout. Je suis juste en train de dire qu'ils n'ont pas le même objectif que les études scientifiques et que les formations qu'on passe, nous, dans notre pays, en fait, finalement. En fait, ils sont prêts à donner une information qui sera 20% fausse pour qu'elle bénéficie à 80% des personnes. C'est ce que tu es en train de dire. C'est... Ils voient que majoritairement, les gens qui mangent plus de 10% de sucre, par exemple, sont en surpoids ou ont des problèmes de santé. Donc, ils mettent ce seuil à maximum 10%, mais une personne pourrait consommer 15% de ses apports caloriques en sucre. Si à côté de ça, elle a le reste de son alimentation qui est équilibrée, elle a une activité physique régulière, elle dort bien, elle pourrait être en bonne santé. Ouais, mais on sait que d'après les statistiques, ça reste une minorité par rapport au groupe de population. Ce genre de profil, c'est une minorité. C'est ça. Il fonctionne avec des critères de risque au final, avec vraiment des critères d'observation sur une population. On a moins de risques, donc du coup, c'est la recommandation mondiale qu'il faut laisser aux populations. Et ils ont raison de le faire d'ailleurs. Mais c'est juste que nous, notre job, c'est justement de bien interpréter ces informations pour éviter de dire, quand on a des personnes qu'on suit, qu'on accompagne, pour éviter de leur dire, attention, si vous consommez du jus de fruits ou si vous consommez un petit cookie par exemple, tout de suite, ça va être problématique ou vous allez avoir un problème, vous allez avoir un développement de cancer, déréguler votre glycémie, des problèmes articulaires, enfin voilà, tout ce genre de choses, alors que c'est pas vrai. C'est pour ça que c'est important aux gens qui veulent, par exemple, perdre du poids ou n'importe quelle problématique de santé, d'être accompagnés. Parce que quand on est novice dans un domaine, on n'est pas forcément capable de faire cette distinction et de pouvoir interpréter les recommandations. Ouais. Stop, je coupe cet entretien pour vous annoncer une bonne nouvelle. Cela fait maintenant 2 ans qu'on reçoit des experts de la santé pour parler de sport et de nutrition. Avec Raph, on a sectionné les 7 conseils les plus précieux sur comment perdre du poids après 50 ans, partagés par des experts reçus sur notre chaîne. Vous recevez 7 emails pendant 7 jours avec à chaque fois une information clé à retenir sur la perte de poids après 50 ans. Cliquez juste ici, c'est totalement gratuit.
Allez, on reprend l'interview. Bah ça, je l'ai toujours dit de toute façon. C'est un truc que je dis souvent, c'est si c'était si facile que ça, aujourd'hui, on n'aurait pas l'augmentation de pas mal de pathologies d'un point de vue observation, mais que ça soit en Europe ou même partout dans le monde finalement. Et je trouve ça super important d'être au moins suivi un petit peu. Alors, ça ne veut pas dire être suivi toute sa vie, mais sur une période. Voilà, quelques mois, avec un professionnel de santé qui explique où son rôle, c'est justement un petit peu de rendre un minimum, alors sans parler d'être formé, mais de rendre un minimum autonome pour dire, ok, bon, ça, tu peux, ça, tu peux, ça, tu peux, ça, on essaye de limiter, ça, tu peux, etc. Et en fait, les gens se rendront compte que ils peuvent finalement faire beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. S'ils ont les bonnes infos. Et est-ce que tu as une idée de pourquoi justement il y a eu cette augmentation du nombre de personnes en surpoids? Lié à l'obésité, l'augmentation de l'obésité. Ouais. Ouais. Moi, Parce qu'on dit que c'est l'épidémie, je sais Ouais. pas, du 21e siècle, enfin voilà, que c'est en pleine explosion. Mm. Voilà, est-ce que tu as des hypothèses? Oui, moi je pense que. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant, je le mettais pas en avant. Aujourd'hui, beaucoup plus. Donc, je pense que c'est une hypothèse totalement valable. Et c'est même plus qu'une hypothèse, je pense. Mais on va avoir les facteurs psychosociaux. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc, en gros, l'obésité, effectivement, à la fin, finalement, c'est effectivement une histoire de balance calorique. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est la balance calorique, c'est tout simplement les apports caloriques qu'on consomme et les dépenses énergétiques non caloriques qu'on dépense. Donc par le sport, par le fait de vivre, etc., de respirer, tout ça. Et les apports, c'est par la nourriture. Les boissons aussi, bien sûr. Donc ça, c'est la finalité. Finalement, c'est sur ça que repose le poids corporel. Mais il y a une multitude de facteurs qui vont venir influencer cette balance. En gros, cette balance, c'est pas juste je consomme et je prends ou je perds. C'est pas juste ça. Pareil pour le sport. C'est pas juste je vais faire un footing ou je vais faire du sport en salle ou je vais faire les exercices par exemple que mon kiné m'a proposé. C'est pas juste je vais faire ça et je vais perdre. C'est vraiment une balance. Et cette balance-là, on a plein de facteurs, comme par exemple les facteurs psychosociaux. Donc, c'est-à-dire le fait de comment on se sent dans notre entourage, l'environnement dans lequel on évolue, les personnes qu'on va côtoyer, aussi notre propre psychologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on voit le monde et la société. C'est est-ce qu'on a une facilité ou non à consommer telle chose ou pas. Ça va dépendre énormément des personnes qu'on côtoie, de comment on voit le monde, de si on a été habitué aussi à ça étant enfant. Donc, c'est-à-dire est-ce qu'on vient d'une famille où on a été éduqué par X, Y, comme ça, etc., etc. Tout ça, ça va conditionner un petit peu l'être humain à consommer d'une certaine manière, finalement. Et en fait, c'est de là aussi que l'obésité, finalement, ne se règle pas et continue à augmenter. C'est parce que, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir une balance énergétique négative. Pour maintenir cette balance, malheureusement, il faut moduler son style de vie, c'est-à-dire son environnement. Et par son environnement, j'entends des choses qui sont assez désagréables, à savoir les personnes que l'on côtoie. Il y a des personnes qu'on va bien aimer, mais qui ne vont pas forcément avoir un impact positif sur notre consommation et notre santé au quotidien. Ça peut être l'environnement, ça peut être les lieux qu'on côtoie. Par exemple, petite anecdote pour moi, par exemple, personnelle. Moi, par exemple, j'ai énormément de mal à manger équilibré et bien, par exemple, chez ma grand-mère. Parce que j'adore passer du temps là-bas, mais en fait, toute mon enfance a été marquée par le fait de ne pas faire très attention, de consommer des choses qui ne sont pas forcément très saines. Et en fait, aujourd'hui, même à mon âge, même avec les connaissances que j'ai actuellement, c'est dur. Donc en fait, j'y vais, et quand j'y vais, ce que je me dis, c'est ok, je fais Ce sera l'extra, quoi. Voilà, Faudra faire la balance, soit en amont, soit en aval. c'est ça. Mais Je fais moitié bien, moitié pas bien, et entre guillemets, quand je dis pas bien, c'est au niveau diète. Et en fait, je ne culpabilise pas parce que je sais que de toute façon, il y a cette partie-là. Et en fait, le seul truc, c'est que j'y vais pas toutes les semaines ou tous les mois, etc. Parce que je sais que si je reste une semaine et demie tous les mois, je sais que là, ça serait problématique. Donc il y a ce genre d'environnement-là. Et du coup, par rapport aux facteurs psychosociaux, ça veut dire que toi, s'il y a quelqu'un qui te contacte, par exemple, et que tu estimes qu'il n'est pas dans un bon environnement, ça sera difficile pour cette personne de perdre du poids à ce moment-là.
Et donc tu conseilles peut-être à certaines personnes de régler peut-être plus des problèmes dans leur vie de tous les jours avant de s'intéresser à leur poids? Alors c'est rare, mais ça peut être le cas. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart du temps, les personnes vont arriver à réguler d'autres problèmes en même temps. Voilà, ils vont juste faire en sorte, ok, donc je mets cette organisation en place, je prends la décision de, euh, de faire X actions, ça, je vais prendre la décision de mettre légèrement de côté pour le moment, etc. Puis il y a des personnes, ça m'est arrivé récemment notamment, c'est rare, hein, mais c'est pas possible. C'est-à-dire là, récemment, avec une personne que j'accompagne, euh, on a tout essayé, mais son boulot fait qu'elle part pendant une semaine à droite à gauche, son entreprise gère ses repas, et impose certaines choses, etc. Et elle a beaucoup de mal à préparer parce que même par rapport avec son conjoint, c'est très compliqué. Notamment, on parlait d'environnement. Mais avec le conjoint, quand, par exemple, ouais, c'est une anecdote intéressante hein, parce qu'elle me disait justement que parfois, ils faisaient même pas les courses ensemble, quoi. Donc, il fallait faire 2 fois les courses au lieu d'une. C'est juste impensable d'avoir, de pouvoir réussir une perte de poids en sachant que la perte, c'est juste une étape parce qu'après, il y a le maintien. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais c'est juste impensable de réussir dans ces conditions. Donc effectivement, avec cette personne, bah, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Et moi, ce que je lui ai recommandé, c'était de se préparer psychologiquement, tranquillement dans son coin, de réfléchir, qu'est-ce qui est important, pourquoi est-ce qu'elle veut perdre du poids, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour elle. Si c'est nécessaire, qu'est-ce qu'elle doit changer, à quel degré, Ouais. etc., etc. Donc réfléchir tranquillement dans son Puis coin. faut voir les leviers que la personne peut activer ou ne peut pas activer. Tu vois, là, c'était il y a moins d'une semaine, on faisait une vidéo avec Karim. Karim, c'est quelqu'un qu'on a accompagné sur la chaîne pour perdre du poids sur un an. On lui a fait à la fois prendre en compte, faire un rééquilibrage alimentaire et à la fois débuter une activité physique. Donc il a perdu à peu près 25 kilos en un an, donc c'est assez énorme. C'est génial, ouais. Et lui, il le dit bien, il dit qu'il a eu un allié très fort qui est sa femme. Mm. Et que sa femme l'a vachement C'est aidé, excellent. que ça soit dans les repas, que ça soit dans le fait d'aller courir, ou des fois ils y allaient ensemble, des fois elle le motivait, elle lui disait d'y aller quand il avait un peu la flemme, etc. Ou peut-être même elle l'aidait quand il avait quelque chose à faire, bah là je vais le faire, va courir, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et effectivement, je pense que si tout notre environnement est un frein, c'est impossible. C'est impossible. Clairement, c'est impossible. Et même, c'est même pire parce que ça fait culpabiliser après. Il y a beaucoup de personnes qui essayent, qui échouent et qui se disent juste bon, bah, en fait, je suis juste, pour parler poliment, je suis juste. J'ai pas de valeur en tant que être humain parce que j'y arrive pas en fait. Ouais, ils sont J'ai mauvais. pas de compétences, j'ai pas de. Il y a une Voilà. frustration, une déception Ah. qui est associée à l'échec en plus. Énorme. Elle est énorme et en fait, c'est la remise en question la remettre en question son style de vie, c'est compliqué, mais surtout quand ça touche par exemple à son travail. Bon, là, c'était le cas justement avec l'exemple que je donnais tout à l'heure avec la personne que j'accompagne. Et puis aussi, c'est délicat, c'est-à-dire que quand on accompagne quelqu'un en tant que coach, en tant que professionnel de santé, c'est délicat aussi de délimiter le côté professionnel, le côté personnel. Il faut pas trop rentrer dans la vie de la personne pour éviter de paraître un peu envahissant. Intrusif. En gros, voilà, c'est ça. En tant que quand on accompagne quelqu'un, on peut pas dire à la personne, bon bah tu parleras plus à un tel. Oui, ou tu changeras de notre job. métier. Voilà, Toi, par c'est exemple, ça. C'est l'exemple pas que t'as notre pris. job. Mais au fond de nous, on sait que ça peut être des freins. Et moi, je pense que, enfin moi en tout cas, j'ai opté pour cette solution, c'est de leur dire, en leur laissant la possibilité de choisir. C'est-à-dire en fait, je suis là pour transmettre et apprendre une information, mais la personne, vu que c'est une décision personnelle, elle est dans la capacité, elle doit rester dans la capacité de décider si oui ou non elle a envie de faire ce choix-là, tout simplement. Ouais. Mais moi, je suis pour justement donner l'information plus qu'autre chose. Non, bien sûr, on n'impose pas. Exactement. Exactement. Il y a un autre mythe qu'on voit beaucoup, Ouais. et que toi tu défends un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment ces derniers temps, c'est le lait. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur ce qu'on accuse et ce qu'on reproche au lait? Le lait, c'est un gros dossier, c'est un gros sujet. Ce qu'on accuse notamment au lait et plus généralement aux produits laitiers, alors il y en a beaucoup, ça va être notamment l'inflammation de l'organisme et notamment certaines pathologies comme l'ostéoporose notamment. Je sais que plus on prend de l'âge et plus c'est un risque finalement. Notamment chez la femme après la ménopause. Exactement. Et en gros, bah, malheureusement, il y a beaucoup de contenus qui sont faits sur ce sujet, sur les produits laitiers, sur le lait,
pour dire, bon, ok, ils sont pas bons, c'est vraiment à proscrire, on va dire, notamment le lait de vache, etc. etc. Moi, je défends ce mythe parce que bah, déjà, la littérature scientifique ne prouve absolument pas que c'est problématique, bien au contraire. Et en fait, on en revient à cette question de ce que tu expliquais tout à l'heure très justement, de causalité, de corrélation. On a beaucoup de personnes, notamment pour l'ostéoporose, qui vont dire oui, mais les pays du Nord, ils consomment énormément de produits laitiers et de lait, et c'est là où il y a le plus d'ostéoporose ou de problèmes liés à ça, à la densité osseuse. Et en fait, ils vont avoir ça comme, entre guillemets, bah, seul argument. Seul argument. Après, il y a un autre argument, mais j'avoue que j'ai pas trop potassé parce qu'il y a très très peu d'études dessus. C'est le type de caséine avec la perméabilité intestinale. Ça se voit beaucoup au niveau digestif plutôt. Mais voilà, ça c'est pour le côté inflammation. Mais il y a très très peu d'études dessus, donc j'avoue ne même pas comprendre comment on peut arriver à cette conclusion actuellement. Voilà, j'avoue. Mais au moins, bah, je sais que ça existe et qu'il y a pas mal de personnes qui défendent ça. Et toi, tu me disais même que ça serait potentiellement anti-inflammatoire, enfin, le fait de consommer du lait. Exactement. Les revues, enfin les grosses revues en tout cas, qui prennent en compte énormément d'études. Je crois que franchement, alors je vais te dire ça de tête, hein, donc peut-être que je me trompe, hein, mais ça doit être 70, un truc comme ça. Donc là, pour le coup, elle a fait fort. Elle a voulu classer les études en inflammatoires, neutres, anti-inflammatoires. Et en fait, ce qui ressortait, c'est que les trois quarts, donc 75-80% des études étaient en soit neutres, soit anti-inflammatoires. Et les inflammatoires, le truc qui était hyper drôle, alors ça c'est, pour moi je trouve ça drôle personnellement, c'est que les études classées en inflammatoires, les chercheurs ont dit que les sujets avaient une intolérance au lactose. Donc forcément, moi de mon côté, je me suis dit, bah oui, mais si tu consommes quelque chose où tu es intolérant, ne cherche pas, évidemment que tu vas avoir une inflammation. Oui, mais peut-être qu'en fait, il suffit justement pas d'aller plus loin. C'est-à-dire que bah, les gens qui sont intolérants, bah oui, pour eux c'est mauvais, et pour le reste, c'est bon. Ouais. Mais en fait, peut-être que voilà, il suffit d'avoir une grille de lecture qui est aussi claire que celle-ci, en fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense quand même que ça va plus loin que l'intolérance au lactose. C'est-à-dire que dans cette étude, ils avaient prouvé qu'effectivement, bah, du coup, non, c'était soit neutre, soit anti-inflammatoire. Mais je pense que ça va plus loin que ça parce qu'en réalité, aujourd'hui, les recommandations des réseaux sociaux, c'est inflammatoire pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne cherchent même pas à savoir si vous avez une intolérance. C'est juste que c'est inflammatoire pour tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai vu ça hier. Donc, c'est pour le coup en termes de... C'est vraiment très récent. Mais j'ai vu que le marché du sans lactose avait bondi en France notamment, énormément. Et en gros, ils interrogeaient, ce qui est super intéressant, ils interrogeaient une diététicienne, pardon, et ils demandaient est-ce que c'est vraiment pertinent. Et elle donnait la même réponse que moi, c'est-à-dire qu'elle donnait, bah, si vous avez une intolérance au lactose, oui. Mais par contre, si vous en avez pas, bah, juste vous dépensez 1 € plus cher votre brique, quoi. Donc c'est un peu... Non, mais c'est sûr qu'il y a des enjeux économiques, et on l'a vu dans plein de choses, notamment dans l'alimentation. Il y a souvent des enjeux économiques qui viennent se greffer. Tu sais à peu près quel pourcentage de gens c'est, les personnes intolérantes au lactose? Au niveau européen, alors non, au niveau français, il me semble que c'est en dessous de 10%, mais Ok. je suis pas sûr. Franchement, Ok. honnêtement, pour ceux qui m'écoutent, C'est à la fois beaucoup quand même et pas beaucoup. Enfin, ouais, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, c'est vrai. c'est Mais beaucoup parce que bah, une personne sur 10, ça fait, et à la fois pas beaucoup quand on voit le bruit que ça fait sur les réseaux sociaux. c'est ça. Tu- C'est, peu en les deux. gros, il faudrait vraiment que la personne, elle consomme ça de manière, enfin, que ça soit justifié, quoi. Mais après, pour le pourcentage, comme je suis vraiment pas sûr de moi, j'invite Ok. tout le monde à Non, non, mais vérifier. ok. Ça Mais marche. en tout cas, c'est loin, 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 loin d'être une majorité. Et toutes les personnes, c'est sûr, qui consomment du sans lactose ont pas forcément la justification nécessaire pour le faire, hormis l'envie, on va dire ça comme ça. Et comment est-ce qu'on sait si on est intolérant au lactose? Bah, tout simplement parce que le corps ne produit plus l'enzyme lactase. Donc le corps, naturellement, il produit une enzyme, la lactase, qui permet de casser le lactose, parce que le lactose, c'est deux sucres, enfin c'est deux sucres ensemble, donc qui permet de casser justement ces deux sucres afin qu'ils soient digérés. Et cette enzyme-là, certaines personnes ont un défaut de production. Donc là, je ne saurais pas te dire exactement au niveau de la géographie, mais je sais que géographiquement parlant, les populations, on n'est pas du tout équivalentes là-dessus. Mais là, pour le coup, j'ai oublié qui était plus ou moins impacté. Et du coup, faut passer quoi comme examen pour savoir si on est intolérant, tu sais?
Une prise de sang Je pense que le médecin, en vrai, juste tester l'enzyme lactase, Ok. je pense que ça suffit. Parce que si on passe par une consommation, on va jamais vraiment savoir. Ok. Donc, Donc, faut aller voir son médecin et ouais, faire des je pense tests. qu'il faut aller voir son médecin, etc. Et tester l'enzyme. Ok. Ok. Il y a un autre facteur de prise de poids aussi dont on entend beaucoup parler, c'est le stress. Mhm. Ok. En quoi est-ce que le stress influence la prise de poids ou peut-être la quantité de nourriture qu'on mange? Ouais, c'est intéressant parce que le stress, c'est quelque chose dans notre société moderne qui est genre partout. Dans tout type de métier, ça va dépendre aussi des gens. Les hormones du stress sont le cortisol, le plus connu. On a l'adrénaline aussi, mais elle est considérée comme positive. Le cortisol, lui, est considéré comme plutôt négatif, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux et en général. Euh, le stress, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont craquer, tu sais, qui vont manger un cookie, qui vont manger un truc sucré, et ils vont se dire, ok, je sais pas tenir une diète, ok, c'est pas normal. Et beaucoup de personnes vont apparenter ça à des troubles du comportement alimentaire, alors que c'est pas le cas. C'est juste, il faut dire que l'humain en général, plus tu as du stress de manière aiguë, donc pour ceux qui nous écoutent, aigu, chronique, c'est aigu, ça dure pas, chronique, c'est dans le temps, voilà, tout simplement. Plus on a du stress, et plus on va avoir une appétence justement pour aller chercher cette consommation de sucre ou de mélange de sucre, de gras et de sel. Et donc en fait c'est totalement naturel pour le coup si vous avez passé une journée exécrable, que vous n'êtes vraiment pas en forme, que vous avez eu des problèmes à n'en plus finir dans la journée, si vous avez une envie de gâteau le soir, bah en fait vous n'avez pas de problème, c'est juste que vous êtes humain. C'est comme ça chez tout le monde. Faut voir ça comme une sorte de balance. La journée a été un peu négative, il y a eu du stress, etc. Le corps, il a envie de rétablir un peu l'équilibre, c'est une image, et donc d'avoir quelque chose de positif, une douceur. C'est exactement ça pour le système de récompense. Et c'est lié, ça peut être lié à l'obésité ou au surpoids ou à la prise de poids, parce qu'en fait, ça va créer toujours pareil, une surconsommation. On en revient à notre balance. Le fait de beaucoup consommer, bah en fait, on va pas être rassasié, parce que c'est des aliments qui n'ont pas beaucoup de volume finalement. Et on va surconsommer ces aliments-là. Et puis aussi, psychologiquement, ça nous fait du bien. On a passé une journée, comme je viens de le dire, exécrable. On se pose, on mange, on est bien on va très vite à la surconsommation. C'est comme quand on mange avec des amis ou de la famille, on se pose pas la question de savoir, enfin, en tout cas, beaucoup de personnes ne se posent pas la question de savoir, tiens, est-ce que j'ai assez mangé par rapport à mes besoins ou pas. Non, c'est on profite et on est là pour le moment social, quoi. Ouais, ça c'est important ce que tu as dit, c'est qu'en fait, le problème de ces aliments, avec par exemple du sucre qu'on va rechercher, des aliments un petit peu bonbons, des douceurs, des choses comme ça, ils sont très caloriques alors qu'ils sont très peu denses. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont concentrer beaucoup de calories et ils vont prendre très peu de place dans l'estomac. Et par exemple, si on compare une pomme qui fait à peu près 100 calories, un beignet qui peut en faire jusqu'à 500, le problème c'est que manger 2 pommes d'affilée, ça va être très compliqué, alors que manger 2 beignets d'affilée, ça sera beaucoup plus facile. C'est ça. Et donc, au bout d'un moment, sans s'en rendre compte, on mange beaucoup plus de calories avec ces aliments un petit peu douceurs, parce qu'en fait, ils ont tout simplement été faits pour. C'est-à-dire qu'ils ont Exactement. été élaborés pour qu'on puisse en manger le plus possible, qu'ils soient le meilleur possible et que ça soit facile à manger. C'est ça. C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui savent pas, le bliss point. C'est le mélange, en fait, de sucre, de gras, de sel. Voilà. Le Si on refait- subtil mélange qui va causer justement le petit plus sur le système de récompense qui va faire qu'on on va avoir envie d'en consommer beaucoup. Parce qu'au final, dans l'exemple que tu prends, le glucose, donc le sucre que tu as dans la pomme, Et c'est oui, exactement la même molécule que le sucre que tu as dans le pépito. Et sauf que, bah on est d'accord, on va pas manger la même quantité de pommes et de pépito. quand on va manger une pomme, tu te diras ça va. 2, Ouais. c'est bon, j'ai eu mon compte, hein. C'est ça. Et puis même au niveau de l'envie, je connais très très peu de personnes, alors ça peut exister, mais je connais très peu de personnes après une journée exécrable qui se disent tiens, génial, j'ai hâte de me faire le panier de pommes. Ça arrive rarement, hein. Orgie de pommes ce soir. C'est ça, ouais. exactement. Mais par contre, de gâteaux, ouais. Plus de beignets, de fast-food notamment aussi, de voilà, ce genre de choses. Faire l'expérience quand t'invites des amis chez toi, au moment du dessert, tu leur poses un panier de pommes ou un plateau avec des beignets, je pense qu'ils vont pas réagir pareil. Exactement, c'est exactement ça. Et, mais du coup, tu vois, ça c'est intéressant parce que on sait que l'homme il est très influencé par son environnement alimentaire et qu'on est manipulé tous par notre environnement alimentaire. Tout à l'heure, je t'ai demandé un peu qu'est-ce qui faisait que depuis ces dernières années, on avait une augmentation de l'obésité. Et l'une aussi des pistes qui est avancée par les chercheurs, c'est qu'il y a une offre en termes d'alimentation qui a explosé.
Bon, bah là, on est à Paris, mais même dans la plupart des grandes villes, il y a des restaurants, il y a des supermarchés, des boulangeries, des pâtisseries. On peut se faire livrer maintenant de la nourriture mais avec Uber Eats, etc. C'est hyper facile. Donc, il y a plus aucune difficulté pour avoir de la nourriture, pour manger sans avoir à cuisiner. Mm. Et donc, l'offre a vraiment, vraiment explosé. Ouais, mais ça, c'est parce qu'en fait, on a sédentarisé la société, en fait. On l'a rendu tellement sédentaire qu'en fait, l'humain ne fournit plus de dépenses spécifiquement élevées d'énergie pour se procurer de la nourriture, ce qui n'était pas le cas avant. Mais, Ouais, donc, mais du coup, je trouve, tu vois, c'est deux choses. T'as ces deux, effectivement, là, on est de plus en plus sédentaire. Mm. Mais il y a quelques années, tu peux en parler, enfin, tes parents, etc. Enfin, on pouvait pas. Bon, t'es pas si jeune, mais Uber Ouais, Eats, ouais. etc. Enfin, ça n'existait pas. Non, mais oui, complètement. Mais Là, on te livre la nourriture chez toi. Enfin, c'est prêt, c'est chaud, t'as juste à manger. Ouais, c'est ça. Bah, ça a été fait notamment pour... Pour que les gens bougent moins. C'est ça. Je vois Mais ce que tu aussi veux pour dire. le business. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on voit que quelque chose peut être rentable, c'est une société moderne, quoi. Donc, on le fait. Mais on ne voit pas les conséquences tout de suite sur la population. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est très récent, mais qui est un peu casse-tête, quoi. Mais par exemple, la pandémie, pardon, du Covid-19, on a un peu mis un confinement pour tout le monde. Donc bon, peu importe, on va pas discuter savoir si c'est bien ou mal. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ça a sédentarisé énormément de jeunes et énormément de gens. Et aujourd'hui, il y a des études qui sont faites. Alors, je les ai pas lues entièrement, donc allez vérifier quand même mes dires. Mais il y a des études qui sont faites sur les liens entre l'obésité et le Covid-19, sur les liens entre les détresses psychologiques et le Covid-19. Quand tu parles du Covid-19, tu parles des conditions de Oui. cette période. Exactement, je précise. Donc je ne parle pas du... Mhm. Tu as bien fait de le dire, c'est vrai. Donc je parle des conditions du confinement finalement. Il y a même des psychologues qui sont exprimés là-dessus. Ça paraît logique. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, on bougeait pas, donc on revient à C'est cette ça. fameuse balance. Si on bouge pas, qu'on mange pareil, voire on mange plus, parce qu'on avait que ça à faire cuisiner. Enfin, moi, en tout cas, j'avais que ça à faire. Et enfin, moi, j'ai pris 10 kilos quand même. Donc, c'est Ah ouais c'est solide. Hein. J'en ai pris Ah 9 oui. exactement. D'accord. Donc, c'est quand même pas mal. Mais effectivement, on avait que ça à faire. Donc, en fait, le lundi, tu fais un gâteau. Mercredi, tu refais un autre gâteau. Et puis, C'est ça, exactement. puis voilà. Et donc, Et on en revient aussi sur l'environnement. C'est-à-dire que qui se voit aujourd'hui... Enfin, soyons honnêtes, hein, même si on a de la volonté et qu'on a envie, aujourd'hui, qui se voit faire du sport à côté de sa cuisine? Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est sympa quand on avait 15 ans de faire ses pompes dans sa chambre parce qu'on commençait la musculation. Mais voilà, il y a plein de gens, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, faire du sport à l'endroit où on se repose, au niveau de l'environnement, c'est juste très très dur. C'est juste très très dur. je sais pas si c'est parce qu'on va voir avec l'essor du télétravail, là, avec de plus en plus de gens, tu sais, qui travaillent chez eux. Mhm. Moi, je le vois quand je suis au cabinet, je grignote pas parce que je vais pas aller sortir un paquet de gâteaux devant un patient. Mhm. Mais par contre, quand je suis ici à travailler, bah là, tu fais 5 mètres, tu es dans la cuisine, le paquet de gâteaux, c'est facile d'aller le chercher. C'est ça. Et donc, on va voir un peu avec l'essor du télétravail, avec tous les gens qui travaillent chez eux, est-ce qu'on va pas encore être un facteur de plus qui va augmenter l'obésité? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Le télétravail, ça a l'air positif comme ça parce que on sait que les conditions de travail sont importantes pour la santé psychologique des personnes. Il y a pas mal de salariés, pas mal de personnes qui ne sont pas forcément très bien au boulot. Mais l'accès à la nourriture est tellement facilité chez soi, vs sur son lieu de travail, que moi, je pense que ça pourra être dans les années à venir un facteur à étudier carrément. Ouais. Le télétravail va augmenter l'obésité, on se donne rendez-vous dans 20 ans. On verra bien. Un peu ça, exactement. Je coupe très rapidement cette interview passionnante pour vous donner une information qui va vous intéresser. Avec RAF, on a créé les tips de GG et RAF, une newsletter exclusive où l'on va vous partager tous nos conseils santé appuyés par nos lectures d'articles scientifiques. Un dimanche matin sur deux, nous vous dévoilons nos pépites pour booster votre santé après 50 ans. Cliquez juste ici pour y accéder. Attention, chaque tips est envoyé qu'une seule fois, donc arrêtez d'en louper et inscrivez-vous dès maintenant. Vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment si le contenu ne vous intéresse pas, et c'est totalement gratuit. Allez, on reprend l'interview, je ne veux pas déranger Raph plus longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que sur tout cet aspect environnemental, on a dit qu'on était manipulé négativement par notre environnement, mais l'individu peut essayer également de le manipuler positivement, son environnement. Ouais. On savait, par exemple, sur des études, on voyait que suivant la distance à laquelle étaient positionnées des sources d'aliments,
on allait consommer ceux qui étaient plus proches de nous. Même si c'est des crudités et qu'un petit peu plus loin, on a des pop-corn. On sait qu'on va avoir tendance quand même à manger un petit peu les crudités si elles sont plus proches. Et donc ça, on se dit que on peut essayer de transposer ça à notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand on rentre le soir du travail, qu'on est fatigué, etc., on va avoir tendance à manger ce qui est tout de suite accessible. Donc si on a déjà, par exemple, un petit peu des légumes qui sont prêts dans notre frigo et qu'on a juste à les faire réchauffer, il y a des chances qu'on se tourne vers ces légumes. Par contre, si on n'a rien qui est prêt, là, il y a de grandes chances qu'on se fasse réchauffer soit un plat préparé qui ne sera pas forcément terrible ou qu'on appelle nos amis livreurs pour se faire livrer une pizza, etc. Donc en fait, il faut essayer de rendre accessible des choses et essayer de se manipuler en fait positivement aussi. C'est ça, mais ça passe par l'organisation. Encore hier, pour une petite anecdote, une personne que j'accompagne qui a des très bons résultats, puis il y a 2 semaines, elle me disait que c'était compliqué, etc. Et cette semaine, tout parfait, parce qu'elle a fait une chose très simple, c'est que en gros, elle a préparé. C'est-à-dire, elle s'est pris 1 heure dans le week-end, 1 heure pas plus, parce qu'elle commence à avoir les compétences sur l'équilibre alimentaire, etc. Et elle s'est pris 1 heure, et elle s'est dit, ok, ma liste de courses, ça va être à peu près ça, je vais prévoir quelques repas dans la semaine, et puis il y a une partie d'improvisation, bien entendu. Mais il y a une partie où elle prévoit. Et en fait, cette semaine, ça s'est super bien passé, parce qu'elle savait quoi faire, elle savait quoi manger, et elle n'était pas en train de se poser des questions perpétuelles, de se dire, bah tiens, je vais faire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo? Qu'est-ce qu'il y a dans mes placards? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai passé une bonne journée? Est-ce que j'ai envie de mettre 30 minutes à cuisiner? Il y a un tas de facteurs. Ouais, il y a ça a énormément d'avantages. Ça a un avantage sur la régulation de son alimentation et donc possiblement la perte de poids, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, c'est qu'a priori, cette personne-là, elle passait moins de temps le soir pour cuisiner. Deuxième avantage. Et le troisième avantage, il est économique. C'est que souvent, ça coûte moins cher quand même de faire ça. C'est sûr, et l'organisation au niveau des courses, c'est exceptionnel. Ce qu'elle me disait, c'est que quand elle n'a pas de liste ou quand elle ne réfléchit pas un minimum, sa liste de courses, c'est n'importe quoi. Ouais, on se balade dans les rayons. Ah, C'est ça, ça. c'est sympa. Et puis, on réfléchira plus tard à ce avec quoi on peut l'associer pour faire un Exactement. repas, etc. Alors que quand toi, tu recommandes ça vraiment de faire, quand tu suis des gens, de faire les menus de la semaine, d'aller faire des courses et d'essayer de cuisiner le dimanche. Au début, oui. Parce que, pas forcément cuisiner le dimanche pour la semaine, mais en tout cas, liste de courses et faire les courses sérieusement, oui. Parce qu'en fait, moi, avec les personnes que j'accompagne, je vise beaucoup l'autonomie. Sauf que quand ils démarrent, je considère qu'ils ne sont pas encore autonomes. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas en capacité de se dire, enfin pas encore en tout cas, ils ne sont pas en capacité de se dire, bah tiens, ça fait, exemple, ça fait 3 jours, je mange super équilibré, nickel, etc. Donc du coup, je vais pouvoir, là c'est juste que le repas, il va être différent, mais ça va pas impacter négativement ma perte de poids ou ma santé. Mais c'est juste que voilà, je vais me prévoir, je sais pas, je me prévois, c'est un imprévu, je mange ça et il n'y a pas de souci. Et au début, c'est un peu compliqué parce que les personnes, elles ont tendance à tomber dans un cercle vicieux de une diète en dents de scie. C'est-à-dire, je mange pas beaucoup, mais comme j'ai pas mangé beaucoup la veille, je mange beaucoup aujourd'hui. Mais comme j'ai mangé beaucoup aujourd'hui, je mange pas beaucoup demain. Mais comme j'ai mangé beaucoup la veille, je mange pas. Et en fait, c'est une diète en dents de scie. Et en fait, ce cercle vicieux, plus on est débutant, plus on tombe dedans. Et moins on est débutant, et moins on tombe dedans. C'est aussi un peu les compensations. Donc moi, ce que je recommande, c'est aussi beaucoup au début, de connaître les aliments qu'on consomme. Si on consomme des pommes de terre tous les 2 jours, on doit être en capacité de savoir ce qu'apportent les pommes de terre parce qu'on les consomme tous les 2 jours. Par contre, si on consomme des champignons 1 fois par mois, on n'a pas besoin de savoir ça, c'est pas besoin. Mais voilà, connaître ce qu'on consomme, faire une petite liste de courses sur ce qu'on aime et sur ce qu'on va acheter. Et du coup, déjà, connaître, ça veut dire quoi sur les pommes de terre, par exemple? C'est savoir quelle est la composition de macronutriments. Donc, par exemple, est-ce que c'est plutôt des protéines, des glucides ou des lipides? Est-ce que c'est très riche en calories? C'est quoi un petit peu ce que tu c'est ces 2 recommandes? choses-là. Ouais. Pas forcément plus, parce qu'après, ça risque d'être compliqué. Donc, Savoir s'il y a des vitamines, des minéraux, on met un peu de la côté. micronutrition, on met de côté. Donc c'est vraiment savoir ça. C'est cet aliment appartient à quelle catégorie? Est-ce que je vais retrouver des protéines en particulier, des glucides, des lipides? Est-ce que c'est 2 des 3 ou des fibres par exemple? Et évidemment au niveau calorique, c'est est-ce que c'est un bon volume? Donc est-ce que ça a beaucoup de calories pour 100 grammes? Ou est-ce que c'est plutôt raisonnable? Ou est-ce que c'est très très peu? Et donc savoir faire ces 4 choses-là, honnêtement, c'est largement faisable justement quand on se fait suivre au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. On va savoir faire cette différence et la gestion alimentaire, elle va s'en retrouver que améliorée. Et on va beaucoup moins se poser la question. Ça, c'est un bon tips à donner aux gens. Et du coup,
comment est-ce qu'ils font les gens? On tape sur Google, pommes de terre composition. Qu'est-ce que tu leur recommandes, toi? Bah, je vais donner l'outil que moi j'utilise, pourquoi Ouais. pas. Moi j'utilise Cical, donc c'est l'ANSEE. C'est l'organisme de l'ANSEE. Moi, Cical, ça s'écrit comment? c'est CIQUAL. Ok. Et en gros, ils peuvent aller vérifier, donc ils tapent Pommes de terre. Voilà, c'est ça, ils tapent le nom de l'aliment. Et on va donner un tableau de calories pour 100 grammes, protéines, glucides, lipides, et ils donnent toutes les compositions micronutritionnelles. Donc, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, toutes les vitamines, les minéraux, même le type d'acide gras aussi, donc le type de graisse. Voilà. Et voilà, ils te donnent pour 100 grammes. Et puis, bien évidemment, il faut bien choisir l'aliment parce que des fois, les cuissons sont pris en compte des fois sur Cical et des fois, c'est pas le cas. Donc, il Ok. faut juste faire attention à ça. Ouais, mais déjà, ça permet une bonne éducation et ça permet de se rendre compte que dans mon assiette, j'ai mes protéines, j'ai mes glucides, j'ai mes lipides et ça permet d'avoir effectivement une autonomisation, comme tu disais, de pouvoir analyser ce qu'on mange Mhm. et pouvoir réagir du coup. Ouais, non, mais totalement. Mais ça, Cical, c'est pour toutes les personnes qui sont pas forcément suivies. Après, moi, en suivi, je leur dis, bah, demandez-moi. Oui, C'est vrai, je leur dis, je suis là pour ça. Donc, t'es là pour ça, tu vois, mais bien sûr que t'es là pour ça, mais je pense que t'es là pour ça au début. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu seras plus là. Donc, en fait, la personne, si Bien un sûr. jour elle se pose des questions, il faut qu'elle ait quand même les moyens d'aller Ah oui, chercher. bien sûr. De nos jours, avec l'accès à l'information, quelqu'un qui ne la trouve pas, c'est qui met de la mauvaise volonté. Surtout à ce niveau-là. Ouais. Parce que pour le coup, c'est vraiment, comme tu disais, moi j'utilise Cical pour être sûr. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait utilisent Google, tapent directement dans Google. Mais moi j'utilise Cical pour avoir une base de données qui soit faite par les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on trouve des informations divergentes, bah moi au moins je sais que mes informations, elles sont liées à un organisme de santé. Et je sais que cet organisme de santé fonctionnera plus ou moins toujours de la même manière, par consensus. Et donc je sais que les informations au niveau des aliments, au moins, c'est quasiment sûr, etc. Alors que sur Ouais, Google, il c'est y pas a le cas. beaucoup de chances qu'il y ait beaucoup d'autres sources qui en fait ne font que récupérer des informations d'un organisme de Exactement. santé. Il y a de grandes chances. Je pense aussi. Il y a un autre point dont on avait décidé de parler, c'est le sommeil. Ouais. C'est vrai qu'on en entend pas mal parler, lien sommeil. Est-ce que quand on dort peu, du coup, on prend du poids ou pas? Voilà, est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet? Totalement. Le sommeil, quand on dort peu, est-ce qu'on prend du poids? Réponse claire, nette, précise, non. C'est-à-dire C'est pas ce qu'on entend. Ah oui, oui, bien sûr. Mais on n'entend pas ça parce que justement, le sommeil va avoir, enfin, le manque de sommeil va impacter certaines régulations hormonales, à savoir la leptine, la gréline. Donc, c'est les hormones de satiété et de faim. Donc, ça veut dire que les études, ce qu'elles démontrent, c'est que moins on a de sommeil et plus on va avoir une consommation calorique importante. Ad libitum. Ad libitum, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, c'est juste que quand on contrôle absolument pas les calories. Voilà. Donc on va avoir une consommation plus importante. Mais est-ce que... On ça va veut- manger plus. Quand on dort Ouais, c'est peu, ça. on mange plus. Exactement. C'est un petit peu l'association qui a été faite. Et en gros, est-ce que ça fait grossir pour autant? Bah du coup, si on reste en déficit, malgré un manque de sommeil, non, on perd du poids. L'exemple d'une personne que j'accompagne, c'était une femme qui était allaitante, donc forcément, elle avait des nuits totalement hachées. Alors, c'est pas du tout une recommandation, ne dormez pas 3-4 heures par nuit, ça va vous flinguer la santé. Mais elle n'avait pas le choix. Et elle a quand même perdu du poids, parce qu'elle était en déficit. Mais ça reste très dur parce que la faim est incessante, on n'est pas forcément très reposé. Dans le domaine du sport, qui est un petit peu plus ton domaine, les blessures sont larges, les risques de blessures sont largement augmentés. Monter sur une personne qui est en manque C'est de ça. sommeil. Exactement. Donc du coup, on a tous ces aspects où c'est pas du tout recommandable. Mais ça veut pas dire que c'est la cause numéro une de la Et ça, c'est important, c'est parce que tu dis, ce n'est pas parce qu'on manque de sommeil qu'on va prendre du poids. Donc s'il y a une personne qui mange toujours la même chose et qui dort 8 heures par nuit, si d'un coup elle se met à continuer de manger la même chose mais à dormir 4 heures par nuit, son poids devrait rester le même. C'est ce que tu nous dis. Si elle est en maintien énergétique, tu veux dire au départ? Oui, si elle continue de manger la même chose. Si on a une personne, on va dire qu'elle mange toujours la même chose tous les jours Et qu'elle grossit pas. et qu'elle grossit pas, Ok. son poids est stable. D'accord. Elle dort 8 heures par jour, Ouais. tout va bien. D'un coup, pour une raison X, elle se met à passer à 4 heures par nuit. Elle continue de manger encore la même chose. A priori, contrairement à ce qu'on pourrait lire ou entendre à droite à gauche, toi tu dis son poids restera stable. Si elle consomme la même chose, son poids restera stable. Voilà. Donc, par contre,
elle aura plus faim, donc elle aura plus envie de consommer des aliments. Mais si elle arrive à se contrôler, son poids reste le même. Elle n'y arrivera pas, mais c'est ça. Voilà. Elle n'y arrivera pas ? Non, elle n'y arrivera pas. Parce qu'en gros, on en revient à ce qu'on disait, c'est que psychologiquement, pour tenir une bonne diète sur la durée, une bonne perte de poids, en fait, c'est pas une confrontation incessante avec sa psychologie. En fait, c'est pas comme ça qu'on évolue positivement. Il faut la comprendre et il faut mettre en place justement des choses pour éviter ce genre de confrontation. Il y a des personnes qui réussissent avec la confrontation, qui se disent je suis plus fort que mon mental, etc. Mais franchement... Je pense qu'ils perdent tout le temps. C'est-à-dire qu'il y en a qui tiennent un mois, il y en a qui tiennent 6 mois, il y en a qui tiennent un an, C'est ça. il y en a qui tiennent 5 ans, mais je pense qu'on perd toujours. On perd toujours. Et puis c'est surtout qu'on n'explore pas d'autres manières de perdre et de conserver son résultat. Et en fait, c'est juste, il tient en bas parce que c'est même pas que au niveau alimentaire, t'es plus irritable avec tout le monde, tes relations sociales se dégradent, le manque de sommeil, voilà, même si on parle de maladie, augmentation, dérégulation de la glycémie, augmentation du risque de cancer, je parle bien du risque. Il y a plein de choses qui font que c'est pas du tout recommandable de dormir 4 heures par nuit, mais sur un court terme, comme j'ai pu le faire avec la personne que j'ai accompagnée, si la personne n'a pas le choix et qu'elle veut quand même perdre du poids, c'est possible. C'est juste que du coup, ça sera plus difficile. C'est choisir le chemin avec le plus de difficultés, mais Exactement. ça peut se faire. On a parlé de l'importance donc de savoir le nombre de calories, enfin en tout cas de l'importance du nombre de calories qu'on mangeait dans une journée pour savoir si on prenait ou si on perdait du poids. On a parlé aussi des protéines, des glucides et des lipides, donc des macronutriments. Est-ce que les protéines, c'est l'autre chose auquel tu t'intéresses beaucoup quand tu fais un suivi avec un de tes clients ? Ouais. Le taux de protéines, en fait, il est plus important dans une perte de poids, dans une prise de masse musculaire aussi, mais dans une perte de poids que les autres apports en nutriments. Enfin, glucides, lipides, principalement. Quand je dis les plus importants, je ne parle pas d'un point de vue physiologique. Chacun a son rôle, c'est tout aussi important de toute façon, il faut un équilibre. Mais je parle d'un point de vue seuil et consommation sur notamment la composition corporelle. C'est ça ce qu'on cherche lorsqu'on cherche à perdre du poids finalement. Diminuer la masse grasse, augmenter la masse musculaire. Pour ça, on va avoir certains seuils de protéines à consommer. Chez les hommes et les femmes, ça va être légèrement différent. Chez les hommes, on est autour de 1,6 à 1,8 grammes. Pour les femmes, on est autour de, si je ne me trompe pas, c'est 1,3 à 1,6, un truc comme ça, un peu en dessous. Et actuellement, du coup, les organismes de santé cantonnent le besoin minimal de protéines à 0,8 grammes par kilo. C'est hallucinant de voir cette différence entre le seuil minimal et la recommandation. Ah ouais, c'est intéressant parce qu'en gros, eux, ils donnent la recommandation pour survivre. Ils ne donnent pas la recommandation pour faire de l'hypertrophie, donc c'est-à-dire pour nourrir et grossir ses tissus musculaires. Conserver sa masse musculaire. Ouais, parce que quand tu parles de ça, ça sous-entend, je vais utiliser le mot parce que voilà, que c'est la personne qui veut faire de la gonflette qui doit être à 1,6 ou 1,8. Alors qu'en fait, non, là, on parle de maintien de la masse musculaire pour vieillir en bonne santé. C'est ça. Et en fait, en gros, le truc, c'est que, à mon sens, après, je n'ai pas la prétention de remettre en question les données de l'ANSEI pour le moment, mais à mon sens, c'est vrai que 0,8 pour une personne sédentaire, c'est trop peu, et eux, ils recommandent, je crois, 1,2, il me semble, de grammes par kilo pour quelqu'un d'actif, donc de sportif. Et je pense que c'est trop peu aussi. Aujourd'hui, les études sur l'hypertrophie, donc le fait de construire son tissu musculaire, pour les hommes, ça tourne autour de 1,6 à 1,8. Ouais. On peut même aller plus haut, mais ça n'a pas d'utilité au niveau hypertrophie. Mais on peut aller à 2, 2,2, etc. Et pour les femmes, c'est un peu en dessous, mais c'est pareil. Et en fait, pour moi, l'utilité de ça, c'est de dire que, 1, on a plus de protéines pour la construction et la conservation du tissu. Donc nécessairement, la perte qu'on va avoir, elle va être essentiellement que du gras. 2, le volume alimentaire. Le volume dans l'assiette, quand on mange beaucoup de protéines, les protéines, ça vient pas des pépitos, ça vient pas des pâtes. Alors les pâtes, c'est facile d'en manger beaucoup, justement. Mais ça vient, ça vient des viandes, ça vient des poissons, des fruits de mer, des produits laitiers 0%, parce que les produits laitiers ont aussi des lipides, donc les 0% n'en ont pas. Tout ce genre de choses, c'est très très volumineux pour très très peu de calories. Donc ça facilite énormément la mise en place d'un déficit énergétique. Et bien évidemment, ça comble aussi la faim. Parce que plus on a de volume... Il y a un effet satiétogène qui est important dans les protéines. Plus on a de volume, plus on consomme, de 1. Et en plus, tu viens de le dire, l'effet satiétogène est aussi plus important.
Donc finalement, ça a que du bénéfice. Donc, d'avoir, Tes un coachés, ils peu de mangent viande à tous les repas? Non, quand même pas. Non, pas viande à tous les repas, mais déjà, savoir s'ils sont omnivores ou végétariens. S'ils sont végétariens, ça ne me pose pas de problème. On va au niveau des protéines végétales. Donc, au niveau des féculents, il y en a dans quelques féculents, les légumineuses. On peut prendre un complément en protéines pour ceux qui ont du mal. C'est possible aussi. Les produits laitiers zéro, voilà, ce genre de choses. Et puis pour les omnivores, oui, du coup, ils consomment viande, poisson, fruits de mer. Et il y a une proportion sur la semaine où on respecte toujours les recommandations, bien entendu, notamment des organismes de santé. Par exemple, on ne doit pas consommer plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Bah, ils ne consomment pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Et voilà, après, ils consomment une partie de viande blanche, une partie de poisson, une partie encore. Le poisson est différent parce qu'il y a poisson gras et poisson maigre. Ce n'est pas les mêmes volumes non plus. Mais en tout cas, il y a un certain équilibre qui se met en place. Mais malgré ça, les taux de protéines sont difficiles à atteindre. Ouais, tout à fait. Difficiles à atteindre parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que très 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 peu de personnes, finalement, quand ils ne sont pas dans le domaine où, on va dire, plus on prend de l'âge aussi, on fait peut-être un peu moins attention, etc., à ce genre de choses, au taux de protéines. Je prends l'exemple de mes parents. Voilà. Typiquement, bon, je leur fais plus la réflexion, bien sûr, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais typiquement, ils mangent super bien, hein. Mais il y a un énorme manque de protéines. C'est quasi sûr, je m'amuse pas à compter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils mangent très bien pour des personnes de leur âge, ils ont plus de 60 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les protéines, c'est vraiment le truc un peu qui manque, selon moi. Et s'il n'y a pas d'apport de protéines dans votre alimentation, alors il n'y a pas de maintien de la masse musculaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, déficit, manque de prot, bah on va perdre du poids, on va perdre un peu de tout, de l'eau, du gras et évidemment du muscle. Sauf que c'est très négatif de perdre du muscle parce que notamment le tissu musculaire, c'est un tissu qui est protecteur pour l'organisme humain. Ouais. On l'a vu, petite, je sais pas si on peut dire anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, mais notamment chez les personnes âgées, donc plus on vieillit. Et notamment pour les cas de cancer, le tissu musculaire permet justement une meilleure assimilation des traitements par cancer. Donc c'est super intéressant de le conserver finalement. Ouais, non, et puis il y a plein d'études qui l'ont montré où Ouais. il y a une corrélation entre la qualité de vie en bonne santé et la masse musculaire d'une personne. Et c'est simple, pour sortir faire ses courses, pour aller chez son pharmacien, pour descendre les escaliers, aller chercher son courrier, se faire à manger, etc., sortir de son lit, bah, il faut des muscles. C'est ça, exactement. Donc, effectivement, le tissu musculaire est vraiment un tissu qui est protecteur et sur lequel C'est ça. chacun doit veiller. Ça, c'est hyper, hyper important. Et je tiens à préciser aussi que sur les protéines, parce que peut-être il y en a qui nous écoutent, c'est pas nécessairement que les protéines végétales. Et d'ailleurs, d'un point de vue santé, c'est aussi quelque chose qui est super bénéfique de varier et de faire, moi, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu lire, j'ai pu en venir à la conclusion de faire 50-50. 50 protéines végétales, 50% des protéines végétales, 50% de protéines animales. Et pour les omnivores, hein, bien entendu, après le reste, Bien évidemment. Comme ils veulent. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les omnivores, je trouve ça super intéressant parce que les aliments qui contiennent les protéines végétales ne contiennent pas que des protéines végétales. Ils contiennent d'autres types de substances. Fibres, beaucoup de fibres. Des polyphénols, des vitamines, des minéraux, différents types aussi. Ce qu'on va retrouver dans la viande, c'est pas les mêmes minéraux ni les mêmes vitamines qu'on retrouve dans le soja, parce que là j'avais le soja en tête, donc je le place. Voilà, dans le soja. C'est pas du tout les mêmes types. Et d'ailleurs, au niveau de la littérature sur les études d'observation, on remarque notamment que les végétariens ont des insuffisances dans certains types de nutriments, type genre zinc, qu'on va retrouver très facilement dans la viande, par exemple, tu vois. Mais les omnivores, pardon, ont d'autres insuffisances. Alors je précise, insuffisance n'est pas égale à carence. Ce sont deux stades différents. Mais on a insuffisance, par exemple, en magnésium. Et les végétariens n'ont pas d'insuffisance en magnésium. Les omnivores, oui. C'est un peu bizarre parce qu'on se dit, bah, ils mangent de tout. Ils devraient avoir aucune insuffisance. Bah, si, parce que justement, plus on a de choix et plus on cantonne, quoi. Donc il faut varier, il faut avoir une alimentation équilibrée. Bon, on a abordé plein de points. Je vais finir avec 2 questions qu'on pose à tous nos invités. Maxime, si tu devais donner qu'un seul conseil à tous tes patients pour améliorer leur santé, ce serait lequel ? Un conseil ? Un seul. Un seul. Ok. Manger varié. Ok. En fait, c'est ce qu'on venait de dire. Exactement. Ok, donc tu restes ouais, là-dessus. je reste là-dessus. Parce que c'est vrai que je vois pas de...
faut donner un conseil vaste parce que trop précis, ça serait problématique. Mais oui, manger varié, Et quoi. c'est dur quand même Toutes de les manger diètes. varié parce qu'on a Ouais. tendance toujours à avoir un peu les mêmes idées de menu et à C'est ça. repiocher dedans. C'est assez Même compliqué. ça enlève beaucoup de diètes. Hein. Manger varié, ça Ah enlève énormément de diètes. Par exemple, la diète cétogène terminée, la diète carnivore terminée. Tous ces diètes-là, on sait déjà que d'emblée, ça sera pas une bonne idée. Mais c'est pas forcément grave de les écarter, ces diètes-là. Ah non, justement, à mon sens, il faut. Hormis cas spécial, notamment. Enfin, là, on vient de voir la diète carnivore arriver quand même. En France, c'est quelque chose. Ouais, c'est vrai. Toi, qu'est-ce que tu as mis en place récemment dans ta vie pour être en meilleure santé? Intéressant. Une augmentation drastique de protéines. Ok. Et quand je dis drastique, c'est drastique. C'est-à-dire que je pensais en manger beaucoup avant. Comme je viens aussi un peu de loin, moi j'ai perdu déjà pas mal de poids, donc j'ai perdu une vingtaine de kilos déjà. Donc je viens un peu de loin, mais je pensais manger suffisamment de protéines. Donc je tournais autour des 120-130 grammes, 130 grammes tout court, 120-130 grammes. Et actuellement, du coup, non, j'arrive sur des journées où je peux en manger 160-170. Et en fait, super intéressant parce que j'ai pas faim. Mais j'ai vraiment pas faim. Et ça me permet d'être sur une diète vraiment qualitative. Je me sens plus performant. J'ai moins faim. J'ai pas forcément envie de me jeter à droite à gauche sur la nourriture. Donc c'est super intéressant. Et puis, du coup, je consomme hyper varié parce que du coup, mes choix alimentaires sont pensés différemment. C'est-à-dire que comme je consomme beaucoup de protéines, vraiment beaucoup, indirectement, ça donne des calories. Donc du coup, au niveau des féculents, au niveau des fruits, au niveau des légumes, au niveau des autres compositions de l'assiette, du coup, je suis obligé de faire des choix qui sont plus intelligents pour éviter d'être sur des quantités trop importantes pour moi, quoi. Et rappelons qu'il n'y a pas d'effet néfaste à consommer trop de protéines. Dans ce cas-là, c'est simplement éliminé par les reins. C'est ça, exactement. Et puis ça dépend aussi du poids de corps. C'est-à-dire qu'une personne qui nous regarde aujourd'hui, qui se dit 170 c'est énorme, peut-être que la personne pèse 70 kilos. Moi je pèse pas 70 kilos. Donc encore une fois, 170 pour moi, c'est peut-être ton 130 à toi. Donc c'est totalement différent parce que Là, on a simplement parlé de 1,6, 1,8, c'est grammes de protéines par kilogramme de poids de corps et C'est par ça. jour. Exactement. J'ai oublié de le préciser, effectivement. Mais voilà. Non, mais on a déjà parlé dans certaines vidéos, c'est pour ça que. Ouais, puis comme ça, les gens peuvent aller chercher certains trucs par eux-mêmes. C'est vrai. Merci beaucoup, Maxime, et à très vite. Avec plaisir. Merci à toi.